Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler petite reprise. On va parler bien sûr potentielle guerre mondiale ou pas. On va parler éventuel retest, donc bel endroit pour une entrée dès qu'on va amorcer une petite correction prochainement. Mais en tout cas, on va parler accélération du momentum. C'est-à-dire que Bitcoin a fait une petite touchette à 102. Il s'est ensuite resté un peu coincé entre, on va dire, 105 et 106. Et là, il est en train de faire son break avec actuellement 107 000 $. Donc, on va vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la liquidité pour savoir si ce mouvement peut être pérenne ou alors si c'est juste tout simplement un mouvement de sursaut avant une prochaine vague baissière à nouveau. Allez, intro. Intro. Et oui, donc mauvais bouton pour le lancement de l'intro, vous l'aurez compris, il n'y a pas de montage sur cette chaîne, donc tout est fait avec un petit stream deck, et donc du coup parfois ça foire un petit peu. Globalement on a eu cette impulsion, on a eu cette flat, pour ensuite une nouvelle impulsion. C'était à peu près en somme le scénario privilégié qu'on avait montré sur la dernière vidéo qui je pense date de vendredi. Ce que je peux voir à ce stade, c'est que le niveau qui était là, qui finalement est resté un peu comme un niveau daily, je pense que vous l'aurez compris ici, ce niveau-là, on l'a gardé alors qu'il avait été cassé. On a plutôt eu un refus sur le 1 heure qui était en haut, tout simplement parce que ça peut être des points, des endroits un petit peu pivots qui ensuite font sens par la suite. Grosso modo, c'est ce qu'on est en train de casser là actuellement. Est-ce qu'il est hard closé? Pas encore. On pourra estimer qu'il est hard closé ce soir, puisque ce soir, on aura eu une ouverture et une clôture au-dessus de ce niveau. Nous, on travaille en hard closing en ce qui concerne les niveaux. Et donc, du coup, pour le moment, ça n'est pas le cas. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas en fin de vidéo. Il y a toujours la même playlist qui est une playlist, une succession en fait, finalement de tutoriels. Vous la regardez une fois, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus rapide à la compréhension. Donc, globalement, voilà, ce qu'on avait dit plus ou moins, c'était que ça, c'était très impulsif, ça, c'était un peu plus correctif. À partir du moment où on allait casser la distribution qui était ici, et qu'on allait peut-être potentiellement avoir une continuation, c'est ce qu'on a eu ici. On a eu notre flat, et on a notre impulsion supplémentaire qui ressemble fort à celle-ci. Donc, globalement, je pense qu'au niveau des targets, on est déjà à peu près sur la zone qu'on aurait pu éventuellement vouloir rechercher. Ce faisant, je regagne, je réintègre ce momentum-là, d'accord, qu'on avait perdu temporairement ici et perdu temporairement ici, en tout cas dans des petites time frames. Là, on regarde le 4 heures, je pense qu'en weekly, c'est pas du tout perdu, mais là, globalement, on est en train de finalement rejouer avec ce qui fait de finalement cette ligne une espèce de liane un peu du mouvement sur laquelle on est à ce stade en train de, d'une certaine manière, s'enrouler. Si je dois voir les choses de plusieurs manières différentes, déjà il y a une zone de refus ici qui est assez flagrante. On avait dit qu'il y avait un 1 heure, on avait dit que ça pouvait rejeter, c'était pas forcément le scénario privilégié. On était un petit peu dans cette idée que, à force de taper au carreau sur le 1 heure, le 1 heure devrait au moins casser dans sa time frame et aller chercher, on avait parlé de 114. C'est pas ce qu'il a fait. Il a très bien rejeté cette liquidité-là. C'est très bien maintenu, c'est très bien défendu et du coup, on s'est retrouvé avec une distribution assez agressive qui nous a donné finalement 110 à 102. Actuellement, on est à 107, on est pile au milieu. Mais par contre, je dirais que d'une certaine manière, on n'est pas juste au milieu, on est aussi sur une nouvelle zone pivot qui, vous le voyez, se trouve ici. On va la mettre dans une autre couleur, histoire de bien l'identifier. Une zone pivot qui se trouve ici, au sens où, auparavant, ça a toujours été un support, en tout cas dans cette zone-là. Ça a été une résistance auparavant, bien sûr. Support, ensuite résistance à nouveau, d'accord. Ici, bon, ça passe crème, ça va. Là, il y a une petite réaction quand même, vous la voyez, elle est ici. Et puis ensuite, on la perd, on reflag, et là, on est dessus, d'accord. Revenir au-delà de ce niveau je sais pas où est passé mon volume profile. Je mets en pause une seconde, je vous le retrouve. Donc on voit ici qu'effectivement c'est un peu la zone, l'entrée on va dire où il y a eu beaucoup de volume parce que là il y a une très belle correction ici, enfin une très belle consolidation plutôt, ici très belle consolidation et ici à nouveau très belle consolidation. Donc ce qu'on veut c'est surtout pas se refaire rejeter par ce niveau, pour le moment ça ressemble pas à un rejet et vous allez voir que si on zoome pas mal. Bon, déjà, il y a cette structure en double bottom ici, voire, vous le voyez ici, qui a été cassée, qui peut éventuellement nous dire, en fait, qu'est-ce que je vais faire d'une certaine manière, c'est ça l'idée d'un double bottom, c'est que je vais réitérer l'impulsion précédente, mais pour le coup, non pas en bas de la conso précédente, mais directement au point de cassure, ici. Donc vous comprenez, ça pourrait nous annoncer à nouveau
Un 110, d'accord. Et ici, vous le comprenez aussi, enfin, je pense que vous le voyez, je pense que vous n'êtes pas bête, mais on voit très bien ici cette espèce de forme de range dorénavant, hein, qui finalement se situe entre 102 et 110. On pourrait même lui dire qu'il part des 100 000 dollars. Pour le moment, je dirais plutôt 102, 110 dans une time frame daily, hein, d'accord, les deux rouges, en fait, j'ai mis un peu au-dessus là, mais globalement, ce sont les deux rouges, qui fait qu'on a beaucoup de volume, hein, profile dans ces zones-là. Plutôt encourageant le fait que quand on va dans cette zone où il y en a très peu, et ça c'est fâcheux, c'est-à-dire que ça peut poser un problème dans le futur, si jamais on réintègre cette zone-là, là ici, vous le voyez, là, ben, on risque de camper un moment dedans, parce qu'il n'y a pas eu le prix à délivrer, et il n'y a pas eu le prix n'aime pas trop. C'est comme les gaps, hein, quand vous voyez, vous tradez les gaps, il y a beaucoup de gens qui tradent les gaps, par exemple, sur la bourse normale, ou les gaps CME, ou sur Bitcoin, ce genre de choses. Ben, le gap, c'est un endroit où il n'y a pas eu de thune qui a été échangée, le prix n'aime pas ça. J'ai parfois expliqué ça en partie par cette idée de la nature. La nature aime pas aller, ne pas, enfin, rester dans des zones où elle n'est pas allée. J'ai déjà développé cette idée-là pas mal, mais voilà, globalement, c'est ça l'idée. Sur une plus grosse TF, ce qu'on peut voir éventuellement, bah, ça c'est impulsion, correction, impulsion, grosse correction, d'accord, qui nous ramène tout en bas de la première conso, ok. Et puis derrière, je casse un espèce de flag, je casse la distribution qui est ici, mais je viens le retester de manière assez, on va dire, chirurgicale, précise. Et puis ensuite, peut-être que j'ai la suite de cette impulsion-là. Donc ce que nous, on a envie de rechercher, hein, dans ce type de mouvement-là, et globalement, ça nous transforme ce mouvement-là presque dans une flat. Vous le voyez, la grosse là qui est là. Voir la totalité du mouvement comme une grosse flat, ok. Bah, l'idée, c'est simplement de réitérer, et vous comprenez que du coup, si je regarde, vous le voyez là, tout ce qui est un peu en jaune et qui est un peu correctif, dans la zone qui est celle-ci, bah, j'ai pas l'impression que moi, ça soit le même type de correction que ça ou ça, d'accord. J'ai plus cette éventuelle impression, après ça reste spéculatif, hein, encore une fois, hein, spéculatif, ça vient de spectateur, on regarde, et spéculatif correspondrait à dire et que je peux peut-être éventuellement, au travers du bas de la consolidation que je viens de faire, réitérer à nouveau l'impulsion précédente, et que c'est peut-être ça qui peut nous emmener sur la zone des 151. Globalement, nous, ce qu'on recherche en grande partie sur la chaîne, c'est quelque chose de très impulsif qui commence à peu près maintenant, qui finalement également tiennent un petit peu cette temporalité qui est la blanche là que vous voyez, qui était celle-ci, d'accord, là, celle que je suis en train de... donc qui s'enroule autour de cette liane, hein. On parlait tout à l'heure de s'enrouler autour d'une liane qui est à peu près ce momentum-là, sans pour autant que le momentum reste forcément en dessous, mais qui puisse s'enrouler dans cette zone-là, pour finalement, vers la mi-juillet à peu près, nous emmener sur la zone des 150, 151 000 dollars. Et là, cette sortie éventuelle avec retest, si on arrive... Alors pour le moment, attention... D'accord, hop, voilà. Pour le moment, on a juste cassé le flag qui est ici, d'accord. Mais la flat dans son entièreté, la flat potentielle, tout ce qui est là, n'a pas été cassé. On aura justement cette confirmation si, au travers de la potentielle nouvelle revisite des 110 qu'on peut faire là, donc vous voyez qu'on connecte un peu toutes les time frames entre elles, sans pour autant leur donner une temporalité... comment dire, moi j'aime bien quand un objectif en déclenche un autre, mais je ne considère pas que ces choses-là vont ensemble. C'est-à-dire que si par exemple je rentre un trade, admettons ici bas, en me disant bon on va probablement faire une flat, je rentre un trade ici, je vais forcément avoir un TP à prendre ici. Parce que mon trade je l'ai rentré, par exemple si je rentre un trade typiquement sur la cassure ou le retest de ce flag, hein, pour prendre le bon exemple hein, pour le coup, et ben du coup qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir tout simplement juste prendre cette impulsion-là déjà, à nouveau. Donc premier TP sur la zone de rejet potentiel, qui aurait été ici pris du coup, hein, sur les 110, ou qui va être pris si on y retourne. Et puis également derrière, comment dire, rechercher plutôt, parce que là pour le coup on peut... Là, pour le coup, on peut comparer les time frames, enfin comparer les corrections dans leur time frame. Quelque chose qui soit de l'ordre de ça est égal à plus ou moins ce qui se passe là, d'accord? Donc pour le coup, plutôt, ce que j'irais chercher si j'avais une entrée là-dedans, ça serait plutôt quelque chose qui vient chercher, je dirais 120, 114 ou 120, d'accord? Ça serait la cassure de ce flag, et ça serait donc pour une entrée à la cassure ou au retest, qui aurait potentiellement là, soit tenu, soit pas tenu. On a potentiellement ici mis sous l'eau en faisant ce retest, et c'est le concept d'un retest, hein, mis sous l'eau tous ceux qui avaient payé la cassure, ok? Vous avez des traders vous avez des traders qui vont jouer des cassures de distribution, vous avez des tas de traders qui vont jouer du momentum, jouer des résistances, jouer tout simplement un fondamental, un truc qui leur plaît dans la narration du moment.
Mais en tout cas, comment dire, à la fin, c'est bien si on les met sous l'eau parce que du coup, ça en sort une partie. Ça permet aussi de sortir les leviers, etc. Enfin, on peut pas laisser gagner tout le monde. L'idée ici est aussi que la vélocité de l'argent aille très vite, c'est-à-dire que assez rapidement, on va dire, les patients puissent prendre de l'argent aux impatients et les surtout les plus mesurés en termes de risk management, puissent faire des entrées mesurées. C'est-à-dire mesurées, à chaque fois, voilà, je considère que dans ma time frame, je dois aller sous la structure pour faire une entrée qui commence à être conséquente, et mes entrées les plus conséquentes vont être de l'ordre de 5%, je dirais, et sur plusieurs trades cumulés, dans un sens réellement, hein, éventuellement aller jusqu'à 10%, mais pas plus, de money at risk, quoi, d'argent qui est risqué entre le point d'entrée et le stop loss et ou le point de liquidation. Donc globalement, l'idée elle est là. Pour le moment, encore une fois, plutôt impulsif ce qu'il est en train de se faire, surtout qu'on réintègre encore une fois quelque chose de bien. On voit ici le momentum initial, on voit ici l'accélération du momentum. C'est vraiment ce qu'on voulait. On voit aussi la cassure de distribution, donc je pense qu'on peut effacer tout ça. Ça paraît assez logique maintenant que on est en train de réitérer une impulsion. Maintenant, quand je zoome à mort, d'accord, ici, un peu la même chose, je vois quelque chose ici, alors c'est pas tout à fait sûr, mais qui a plutôt une gueule de truc correctif, d'accord. Donc pour le moment, je me dis, bon, ça c'est correctif, ça c'est impulsif, ça c'est correctif, ça c'est impulsif, ça c'est correctif, ça c'est impulsif, pourquoi pas une impulsion supplémentaire. Il y a un moment où on va trouver un top, mais vous comprenez que ici, dans la logique des vagues, entre guillemets, y compris dans toutes les UT, là tu fais une entrée sur de l'intraday, admettons, ici tu fais une entrée, donc à chaque fois en disant, bon, c'est plutôt impulsif vers le haut, correctif vers le bas, donc je vais chercher du long en bas de correction dès qu'on passe à chaque fois sous la structure, et même là vous n'aurez pas forcément eu des trades à chaque fois, c'est pas l'idée, mais globalement, le concept ici c'est que, admettons que j'en prenne 3, d'accord, ça va peut-être pas marcher au quatrième, mais au moins sur 3 sur 4, j'aurais eu une perf, j'aurais eu quelque chose, d'accord, et en intraday, et globalement également, admettons qu'ici j'ai fait ma première entrée, j'ai gardé un runner, hein, je dis souvent, les entrées-sorties font une perf minimale, hein, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire 1 ou 2%, mais en tout cas, dans leur time frame, sur de l'intraday ou sur ce genre de choses, des entrées-sorties, on va dire, dans ce que j'appelle entrée-sortie, c'est entrée qui fonctionne et qui va chercher son TP max, d'accord. C'est pas, quand je dis TP max, c'est le plus gros TP, c'est pas le dernier TP. Après, il y a runner, et c'est le runner qui fait la perf, d'accord, en général, et c'est pour ça que nous, on a des trades, aujourd'hui, on monte des trades à 3, 4, 5 000%, parce qu'on a laissé un runner, on a laissé un reliquat de position aller chercher bien plus haut, et pour le coup, c'est ça qui fait que, on double, on triple. Parfois comment dire, le risque est doublé, triplé. La perf qu'on va aller chercher, elle est rarement de plus de 10% par mois, parce que et ça je vous l'ai bien expliqué, on a un risk management qui est maîtrisé. Donc rarement, c'est souvent très flat, et l'idée étant de aller chercher de temps en temps quand même des perfs qui sont supérieurs ou égales à 10%. Donc voilà le concept. Des pertes vous en aurez aussi, des mois en perte vous en aurez aussi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est beaucoup plus difficile de revenir réparer une grosse erreur, c'est-à-dire vous avez perdu 40% de votre capital de trading par exemple en quelques mois, ça peut mettre vraiment 1 an ou plus d'aller remonter cette pente là. Donc l'idée c'est de ne pas se retrouver avec justement surexposé ou quoi que ce soit. Puis l'idée c'est finalement aussi de bien dormir et de pas absolument jamais être en stress vis-à-vis du marché, puisque c'est quelque chose qui c'est un métier qui demande finalement à être extrêmement pas du tout dans l'émotion, hein. Ça je pense que vous l'aurez compris. Est-ce qu'on regarde Ether BTC aujourd'hui, ce genre de choses? Oui, globalement c'est toujours pareil, hein. Sur Ether BTC on se balade en crabe depuis désormais mai, d'accord, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis Ether dollar, même chose, on a eu une poussée, vous voyez que le 1 heure est méthodique pour venir repousser ici, hein, le 1 heure qu'on avait mis en haut ici depuis un moment, et c'est curieux, ici par exemple on disait, même là on corrige, bon c'est chelou qu'on n'aille pas chercher au moins le 1 heure, on est littéralement allé chercher le 1 heure. Pour le moment, on rebondit pas trop mal sur le momentum, je pense que j'en avais parlé vendredi. Ether semble donner à peu près le même type de structure. Donc on a vraiment un Ether et un Bitcoin qui en ce moment, à défaut de se surperformer l'un l'autre, font la même chose, d'accord. Ça sous-entend aussi que le marché a peut-être envie de repasser risk-on très légèrement, parce que Ether est plus risqué que Bitcoin. Ça sous-entend aussi également, à mon avis, et pour mon avis, que je dirais la narration du moment
et un léger passage risk-on, même si c'est pas ce qu'on voit sur les alts, ben on le voit sur Ether, donc on est obligé de l'intégrer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est de dire que le marché ne croit pas du tout à une troisième guerre mondiale à ce stade, comme vous l'avez dans les headlines et dans toutes les... Enfin, tout le monde parle, entre guillemets, de cette troisième guerre mondiale. Si vous voulez mon avis, de toute façon, vous n'avez pas le choix, je vais vous le donner, puisque, voilà, vous êtes là, peut-être là pour ça, un petit peu. On voit ici S&P, bon, la correction elle est vraiment minime hein, sur même l'info ici de la guerre entre Israël et l'Iran, on est vraiment sur une correction minime. Pourquoi cela encore une fois, si vous voulez mon avis, si on parle de troisième guerre mondiale, hein, par exemple, il manquait une petite narration dernièrement pour les cartels de l'énergie pour pouvoir vous d'abord ça c'est une première chose, ça c'est le premier pour pouvoir vous passer du pétrole à 2 $ sans avoir les gilets jaunes dans la rue entre guillemets hein, pour faire vraiment un schéma. Mais il manquait un petit truc comme ça et là bon c'est typiquement le genre de truc au niveau cartel de l'énergie finalement bon il va y avoir quelques morts. Là, on parle de ouais quelques morts mais c'est jamais bien grave également bien que chaque mort est grave et toutes ces choses là sont extrêmement graves bien sûr évidemment. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, la troisième guerre mondiale, on est déjà dedans et elle a déjà éclaté, je dirais. Moi, je parlerai de la Syrie pour essayer de réfléchir à un point de départ. Je parlerai de la Syrie et puis ensuite finalement après on a plein de conflits annexes autour. Globalement, c'est plus une guerre qui va opposer le monde conservateur et traditionnel et familiariste et peut-être populiste, mais encore que désormais, la réponse en face est très populiste également, je parle bien sûr pour l'Occident. Avec un petit peu un empire plutôt où on développe une certaine forme de... je dirais de liberté, mais c'est un petit peu une fausse liberté. Moi j'appelle ça l'homo festivus, c'est l'homme qui aime faire la fête et qui, d'une certaine manière, est dans une certaine forme de décadence. Mais voilà, les deux mondes s'opposent. Je dis pas qu'il faut aller dans un ou dans l'autre. Moi, je pense qu'il faut fuir toutes les extrémités, quoi qu'il arrive, hein, et vouloir que les autres soient sages avec sobriété. Ça reste, je crois que c'est du Molière, si je me trompe pas. Mais voilà cette idée-là. Globalement, on est déjà dans une troisième guerre mondiale depuis déjà un bon petit moment, mais on peut pas le dire, on peut pas l'admettre. Et ça rejoint pas mal d'idées. Hein. Vous en avez certains qui vont vous dire, si jamais il y a une troisième guerre mondiale. La quatrième se fera avec des cailloux et des bâtons. Je pense que c'est Einstein qui disait ça. Il disait, je sais pas à quel point et comment aura lieu la troisième guerre mondiale. Par contre, je sais que la quatrième, elle se fera avec des cailloux et des bâtons. Et c'est assez vrai d'une certaine manière. Hein. Donc du coup, on est déjà dedans, mais c'est plutôt une guerre de proxy et ça restera toujours une guerre de proxy. Et entre guillemets, logiquement, elle devrait pas plus faire mal à l'économie, en tout cas de ce qu'on en voit. Que quelques outils qui balancent quelques missiles sur des tout ce qui est canal de Suez, etc. Mais voilà, globalement, ça devrait pas beaucoup plus s'envenimer que ça. Si à un moment donné, par contre, effectivement, alors vous dire, est-ce que l'Iran a la bombe nucléaire ou pas, franchement, j'en sais rien, je sais pas du tout. J'en ai franchement aucune idée, je pense pas que ça soit le cas, sinon ils en auraient peut-être déjà montré en tout cas la capacité et la possibilité. Est-ce qu'ils veulent l'avoir? Je ne sais pas du tout non plus, je pense pas que ça soit dans l'intérêt de la Russie de leur donner hein, d'une certaine manière, parce que la plupart des scientifiques que vous avez en Iran pour le civil nucléaire, hein, bien sûr, sont des Russes de Rosatom. Je crois pas du tout que ça soit dans l'intérêt des Russes de ne pas déléguer ce type de compétences, ce type de compétences à un autre pays. Donc voilà, je pense pas du tout vraiment qu'on soit dans cette idée-là. Je pense également que Israël a bien sûr des choses à gérer dans cette zone-là, que c'est fait d'une certaine manière avec l'appui des États-Unis, mais globalement, je crois toujours et j'ai toujours cru que les cartels de l'énergie, hein, encore une fois je les appelle comme ça, c'est un mot qui existe vraiment, les cartels de l'énergie sont extrêmement contents de ce qui se passe actuellement, tout comme c'était le cas avec la guerre en Ukraine, sur laquelle finalement tout le monde était gagnant, hein, et que ça soit, je sais pas si vous voyez dans tous ces James Bond où on voit un peu Dr No et tout ça, enfin tout, pour moi, je pense que ça y est, on est globalement à peu près dans quelque chose comme ça, c'est-à-dire un monde où effectivement
ces cartels-là ont la possibilité de faire défaire des gouvernements, déclencher ou pas des guerres, mais surtout, on arrive dans un truc tellement pervers, suite à la guerre froide, que je pense que dans certaines situations, les deux camps, y compris dans une guerre, se rencontrent avant et disent peut-être que ça serait bien, voilà, pour relancer un petit peu l'OTAN, l'armement militaire, tout ce qui est prix du pétrole, tous les trucs avec lesquels on se gave là, tu vois, d'habitude, bah, d'avoir un petit proxy ici, un petit proxy là, etc. Donc je crois vraiment que on est dans ce type de dégueulasserie là et que les cartels de l'énergie de toute façon s'en donnent à cœur joie. La tristesse là-dedans, bien sûr, c'est les gamins qui avaient une vie peut-être devant eux, qui crèvent, et dont certains avaient potentiellement des talents incroyables, et qui, bien sûr, sont perdus avec la gueule ouverte dans une tranchée par rapport à ça. Ça, c'est un petit peu triste. Donc voilà. J'ai déjà décalé sur le fondamental, hein, on dirait. Globalement, ici, vous le voyez, Crypto Signal. N'hésitez pas à venir vous abonner. 2204 personnes. Vous avez ici sur le Linktree tous les liens d'affiliation. Vous l'avez également en description de la vidéo sur YouTube. Je poste les vidéos sur Twitter et sur YouTube. Sur Twitter, elles sont du coup sans pub. Il faut vous abonner aux deux si vous voulez voir les vidéos et avoir les notifs, bien sûr, sur Twitter. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association qui finalement s'occupe de faire opérer en France des enfants qui ont des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires ou voilà, type cyanose, etc. C'est très important, ça nous permet de sauver un gamin par an à peu près. Donc du coup, si vous avez dans l'idée le prochain sponsor qui arrive, je vais, je pense, balancer le tweet dans la journée. Excusez-moi. Alors, un petit peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure par rapport au cartel de l'énergie, même si je pense que j'ai aucun problème avec l'idée que les riches doivent faire du pognon, et il n'y a vraiment aucun souci avec ça, franchement, du coup, pour le coup, j'ai pas du tout cette volonté. Je sais plus qui disait aussi, finalement, être un économiste de gauche, c'est un petit peu comme être un astrophysicien platiste. Enfin, voilà, j'adhère pas mal à cette idée-là, quand même, que bah, de toute façon, le marché doit faire son boulot, et puis à un moment donné, c'est la méritocratie, quoi. C'est vouloir du pognon qui fait que vous en gagnez, et c'est ça qui fait que ça crée de la croissance. Et par contre, il y a un problème également à un moment donné d'égalité des chances, c'est-à-dire si cette accessibilité, et pour moi c'est pour ça qu'un des 5 piliers de l'État, ça doit être l'éducation, l'éducation, l'éducation et l'éducation et l'éducation. Les 5 piliers de l'État doivent être donc l'éducation, bah parce qu'à un moment donné, il faut quand même donner une certaine forme d'égalité des chances, sinon le système est cassé. Et quand le système est cassé, bah, tu vas vers une guerre civile nécessairement, une révolution ou autre. Enfin, en tout cas, il y a toute cette stabilité-là, elle est remise en cause, bien évidemment. Mais voilà, ici, vous le voyez, les 1 million ont fait 4,2%, ce qui n'est pas forcément énorme en 2024. Hein, mais voilà, donc, un peu... Par contre, leur nombre a augmenté, ça c'est plutôt une bonne chose. Les ultra-riches, patrimoine, plus 6,2%, ça c'est plutôt un peu plus correct déjà. Et plus 6,2 en population, encore une fois, s'il y en a plus, c'est plutôt une bonne chose à mon sens. Mais voilà. Et leurs investissements sont plutôt basés sur des portefeuilles de croissance, effectivement. Et ça c'est vraiment la nouvelle tendance un petit peu, c'est qu'ils veulent plus trop d'obligataires. Et ça, on en a beaucoup parlé sur la chaîne aussi, mais la dette fait peur. Et du coup, avoir par contre un droit de propriété sur une entreprise est beaucoup plus rassurant. On est dans ce type de monde-là. Une bombe à retardement se met en place, plus grande transmission de patrimoine de l'histoire, oui c'est le cas, et finalement du coup dans le fait d'hériter d'ici 2048, vous avez 83 trillions qui vont être mis en succession, et là pour le coup, bien évidemment, les plus riches seront un peu plus jeunes, et évidemment dans les stats seront un peu plus féminins. Donc c'est intéressant de regarder quand même ce genre de dynamique. Est-ce qu'elle est saine ou pas? La réponse est non. Je crois je voudrais pas dire de conneries, peut-être que c'est un petit peu sur les dates, c'est pas très exact, mais il me semble qu'en 2000, 1% de la population détenait 50% des richesses mondiales, et désormais, c'est 8 familles. Et ça doit être pire maintenant, 8 familles, hein, d'accord, des gens d'une même famille détiennent 50% des richesses mondiales. Donc quand on vous parle de cartel, etc., ce genre de choses, vous comprenez, 8 familles, quoi. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement centralisé. Donc voilà. L'Europe qui se prépare visiblement à accepter une flat tax de 10% en termes de tarifs, etc., de la part de Trump. Metaplanet qui dépasse Coinbase en termes de BTC en réserve. Firme japonaise hein, qui ressemble très bien... Enfin,
La stratégie est exactement la même que celle de Strategy, justement. Et puis, un nouvel enlèvement d'un trader crypto en France. L'influenceur a été kidnappé pour une demande de 50 000 euros, puis relâché après avoir dévoilé que son compte ne détenait pas la somme. Effectivement, bon, il n'y a rien de choquant là-dedans, mais voilà. Walmart et Amazon qui veulent lancer leur propre stablecoin. Ça, c'est pour moi la grosse news de hier, avant-hier, enfin les 3 derniers jours. Cette idée qu'ils vont finalement, via leur propre stablecoin, chanter. Donc ils vont. Bref, il faut comprendre. Quand vous faites un paiement, Visa prend à peu près 2%. Pour finalement un service qui est très limité, c'est-à-dire juste envoyer le pognon en fait. Visa et Mastercard et tout ce monde-là, entre guillemets, quand même en train de réfléchir à dire il va falloir qu'on trouve aussi autre chose. Donc ça s'intéresse quand même aussi à la crypto dans ce sens-là. Maintenant, il faut comprendre que des grosses firmes comme Walmart et Amazon ont envie de lancer leur propre stablecoin pour ce genre de choses. Là où c'est un petit peu stupide de leur part, c'est qu'il y a déjà les outils qui existent. On pense notamment à USDC ou Tether. Il leur suffirait de prendre des participations dans USDC ou Tether en amont pour éventuellement déjà, puisque Circle a fait son IPO, pour déjà bénéficier un peu des choses sans avoir à mettre en place. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, bien sûr, c'est après, derrière, récupérer un yield. Vous comprenez, quand vous avez X% de stablecoin, c'est de la trésorerie déjà qui fonctionne typiquement assez facilement. Puisque plutôt que de perdre 2% à donner à Visa, ils vont globalement gagner à minima 2% par an là-dessus, d'accord? Et il y a des sommes colossales qui sont, à un moment donné, gardées par Amazon avant de les fournir, ne serait-ce même qu'à leurs fournisseurs, donc en termes de trésor, c'est du pain béni, et c'est normal qu'ils y réfléchissent, parce que potentiellement, ils sont bien sûr extrêmement bien conseillés, ces gens-là. Quand vous avez ce type de capital, vous avez tout le temps des réflexions permanentes sur la trésorerie. Ici, la course pour Israël pour transformer le Middle East, on en a déjà un petit peu parlé. IBM qui vise 2029 pour son ordinateur quantique tolérant aux erreurs. Alors il en faudrait beaucoup pour craquer des adresses Bitcoin, entre guillemets. À ce stade et aujourd'hui, pas mal de solutions sont en train de se mettre en place, notamment des QRL, des Ledger Resistant Ledger, Quantum Resistant Ledgers, donc excusez-moi. Voilà, on continue là-dessus. Pas vraiment grand-chose à voir du côté du Royaume-Uni. Et ici, même chose, on va dire que ça passe. Même chose, après-demain sera le jour du FOMC, la décision de la Fed au niveau des taux d'intérêt. Pour le moment, le marché pense à un statu quo. On est littéralement sur... vraiment, le marché pense que Powell va poser. Nous, on pense qu'une surprise est peut-être possible. Maintenant, Powell, en général, donne assez rarement des surprises. On va sur les liquidations et les liquidités. Avec, sur les dernières 24 heures, c'est assez peu commun pour qu'on en parle. ZKJ, qui est le premier, avec 100 millions de liquidations sur la totale des 280, c'est énorme. Et Ethereum et Bitcoin, Ethereum qui reste devant Bitcoin. Donc ça, c'est... alors, si vous voyez la charte de ZKJ, c'est ça. C'est-à-dire que il a été divisé par 5, donc il y a eu probablement un rug pull là-dessus. Je connais pas le projet, mais ça a l'air d'être un projet sur lequel il y a beaucoup de monde et sur lequel il y a eu un rug pull ou alors un truc qui a pas un très gros dysfonctionnement. Bon là, ça se reprend visiblement. Voilà, je connais pas du tout le projet, donc du coup, j'ai pas envie de le connaître. Pour le moment, c'est pas forcément quelque chose que je regarde. Je crois que ça peut être Polyhedra ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Voilà, on pourrait faire une analyse dessus, on le fera peut-être pour les affiliés d'ailleurs. Mais pour le coup, pas forcément intéressant de le faire là, ici, tout de suite, dans cette même vidéo. Mais en tout cas, c'est lui qui est premier en termes de liquidation et liquidité. C'est suffisamment intéressant pour en parler. C'est assez rare que quelqu'un soit devant ou Ether ou Bitcoin. La map est mitigée, quand même plutôt liquidation de short, donc rouge que verte, mais la map est assez mitigée. Sur les marchés en levier, on voit que ce point-là a été pris, donc là c'est propre. On n'avait pas vu beaucoup de choses en bas. Ici ça n'a pas fonctionné ensemble, donc on voit qu'il y avait encore du short là-dessus, ça a été squeezé. Ici ça fonctionne ensemble à peu près. Ici ça fonctionne ensemble, quand je dis ça fonctionne ensemble, je parle de funding versus prix. En l'occurrence, il y a une
petite contradiction là, d'accord? Donc là, j'ai du long là-dessous. Si on devait liquider les longueurs, on viendrait les chercher probablement sous ce point-là. Donc on peut éventuellement tabler sous cette petite structure-là, d'accord? Si là, ça commence à... parce que là, vous voyez que ça, c'est assez correctif, la toute petite qui est là. Donc si on la tient et qu'on casse la distribution, ça peut continuer. Et en revanche, on commence à avoir du monde sous les 104 dorénavant. Donc j'ai pas grand monde à 102. Vous vous rappelez qu'on avait quand même du monde autour des 100K. Et j'ai un petit peu de monde également à 104. Et puis ensuite, ça va ensemble, d'accord? C'est-à-dire, j'ai un prix qui augmente, un funding qui augmente. Beaucoup d'open interest aussi qui augmente ici. Donc, ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est que il y a eu pas mal de shorter longueurs qui sont rentrés là-dessus. Donc, s'il y avait du pognon à prendre, hein, on peut le dire hein, dans ce sens-là, il est soit dans la cassure des shorts, donc la cassure de cette petite distrib pour aller chercher plus haut, d'accord? Soit finalement entre les 106 actuels et les 104 qui sont ici. Donc, petit passage sous la structure intermédiaire ici ne ferait peut-être pas de mal. Hein. Vous voyez que ça nous ramènerait 104 000 tout pile. Voilà. Beaucoup de monde à venir chercher à 110. On l'a vu sur iBlock également. Sur lequel finalement, là une semaine, une nouvelle fois à parler. Hein. Ici, quand on avait fait la vidéo, on a dit, ça y est, on a nettoyé plus ou moins ce qu'on avait sur la One Week. Ça a été sorti, on a fait la vidéo ici par là, on a dit bon c'est pas énorme ce qu'il y a en dessous, il commence à y avoir un peu de monde, attention il faut que ça accélère sinon ce sera pas bien, et on a notre accélération, hein, on l'a vu tout à l'heure sur l'accélération du momentum, par contre on a effectivement chargé un peu entre 100 et 103 dorénavant, c'est un tout petit peu plus chargé, mais vous voyez que pour le coup, là où moi je vois éventuellement des choses à venir chercher à 104, iBlock pas du tout. Donc c'est bien aussi d'avoir des divergences parfois hein, entre l'homme et la machine. iBlock c'est un algorithme, moi je suis un homme, je vais quand même suivre, puisque le but de faire les deux analyses, c'est moi j'analyse à ma manière ici, et iBlock analyse à la sienne sur l'algo, entre guillemets. Et là, en l'occurrence, j'avais mis en 2, ce sera peut-être plutôt du 1. Mais globalement, en l'occurrence, eh bien, vous voyez qu'il y a des divergences. Et c'est bien d'avoir des divergences, ça n'est pas trop un problème. Par contre, on voit bien la grosse boîte à venir chercher, dorénavant 111 et peut-être 114 pour le top. Donc, peut-être que on avait besoin juste de ressourcer ici à 102 pour venir finalement chercher 114 et plus, d'accord? Je suis plutôt même... Je veux dire, on aurait fait ce mouvement-là tout de suite à 114. Pour moi, il y avait quelque chose à venir chercher hein, au niveau des 100 000. Je suis plutôt rassuré que la une semaine soit nettoyée, d'accord? Ça peut permettre de pousser un peu plus fort. Vous voyez que le nettoyage on a quand même un peu latéralisé pendant le week-end ici. Donc, il y a quand même du monde pour le coup sous 103, en tout cas dans ce que dit iBlock, et pas juste en dessous de 104. Pour moi, il y a du monde quand même ici, et là, iBlock, lui, ne voit pas du tout ça, d'accord? Ethereum, alors pour le coup, lui, est assez chargé sur la zone des 2004, d'accord? Il vient d'aller chercher sa liquidité à 2006, c'était un gros endroit, une grosse poche de liquidité, il vient d'aller faire le job. La question ici, c'est pour Ethereum, est-ce que j'irai pas ressourcer sous 2004, ce qui serait un excellent point d'entrée, puisque c'est carrément sous la liquidité entière. Et par contre, dans cette latéralisation, et on voit en ce moment, comprenez bien qu'à chaque fois, on a des infos là, et là, on voit qu'Ethereum, en termes de liquidation, est devant BTC. Donc il y a plus de pognon à venir prendre sur Ethereum, il y a plus d'achats en contrat. Quand je dis de pognon à venir prendre, c'est pas forcément pour les exchanges ou pour les market makers, oubliez tout ça, c'est plus pour les institutions. C'est un endroit où elles vont pouvoir aller accumuler du long, énormément de contrats dans les liquidations des retail et ou d'autres institutions. Mais en tout cas, ce sont des endroits sur lesquels les institutions aiment bien rentrer parce que tout simplement, il y a beaucoup de contrats. Et tu peux prendre beaucoup de contrats dans ces moments-là. Si là, une institution, elle va venir acheter, par exemple, le nombre de contrats qu'elle aimerait acheter là-dedans, eh ben, elle va avoir un slippage, c'est-à-dire que tout de suite, on va monter à 2007, 2008. Alors que si on est dans cette zone-là, elle va pouvoir accumuler énormément de contrats sans que ça se voit trop, hein, comme ça s'est fait par exemple là-dedans probablement, et comme ça s'est fait probablement là-dedans. Donc là, on pourrait vouloir y retourner pour en accumuler encore plus, d'accord? Vous voyez ça un petit peu comme une baleine qui cherche les planctons, et qui derrière, effectivement, à un moment donné, a suffisamment mangé pour aller manger complètement de l'autre côté du rivage, entre guillemets. C'est-à-dire chez les shorts. Et là, chez les shorts, elle va venir dégueuler un petit peu. Et puis ensuite, il faut comprendre l'idée. Hein, puisque chez les shorts, on vend. Dans les longues, on achète. Ou l'inverse. Hein, on peut bien sûr, acheter. Enfin, vous m'avez compris. Reste à dire quoi? Pour les liquidités, à mon avis, on a fait le tour. On n'est pas trop mal.
On va donc aller sur le prix et faire la conclue de cette vidéo. Bon voilà, pour le moment, en 1 minute, ça reste assez correctif sur ce qu'on a. Celui qui veut vraiment aller chercher la petite bête pourra dire, bon là, on a pas mal corrigé, on est peut-être sur un truc qui a envie d'aller sous la structure, effectivement. Si jamais ça rentre dans une grosse correction, on l'a vu vis-à-vis de la liquidité, ça serait plutôt 104. C'est-à-dire un passage intermédiaire sous la structure ici, celle qui est là. Si on va à 104... je serais relativement étonné parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de monde, encore une fois, à 104. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, on est peut-être potentiellement en train de perdre. En début de vidéo, vous voyez qu'on avait ce truc un peu paralléloïde. Que pour le moment, on est peut-être un petit peu en train de perdre. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Il y a une fin de non-recevoir ici, de faire un flag, hein, en tout cas, et on est plutôt sur une flat étendue, quelque chose d'un peu plus profond. Mais ça reste assez correctif à mon sens. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est peut-être faire impulsion, correction, impulsion, passage sous la structure ici, autour des 106,5 ou 106,200, d'accord, ce qui était là. Résistance, résistance, résistance peut potentiellement se transformer en support. On voit en plus qu'il y a un petit niveau là. Ça serait un truc intéressant. 106 111. Donc voilà, pour moi, ça se passe là ou là. J'ai pas l'impression, hein, en tout cas. Par contre, c'est ce que dit iBlock, hein, pour le coup, mais qu'on a vraiment besoin. Enfin, si, par contre. Non, pardon. iBlock nous dit on a besoin d'aller dans cette zone-là. Moi, je dis éventuellement, on a besoin de passer là-dessous, d'accord. La concordance des deux me dit qu'on peut s'en sortir avant. C'est-à-dire faire ce genre de triangle ascendant, par exemple. Donc, voilà, faire quelque chose qui ne perd pas nécessairement 106. En tout cas, je pense que c'est possible. Donc voilà, ça serait un peu ça mon scénario privilégié, là, entre guillemets. Chercher de l'intraday là-dedans. Donc l'intraday, ce serait vraiment rentrer un trade, par exemple, ce matin, essayer d'en sortir ce soir avec une target assez proche. Hein. Pas une target qui correspond à ce qu'on trade. Hein. Voilà, globalement, j'aurais tendance à dire que ça peut être ce niveau-là peut être intéressant. Il n'est pas très marqué, hein, c'est-à-dire qu'on aime bien quand un niveau est un peu plus marqué quand même, comme typiquement celui-là. D'accord, celui-là est plus marqué, hein, on est clair que même dans sa TF en 5 minutes, celui-là est vraiment très joli. Hein. Hop, hop. Peut-être au-dessus du 5 minutes, non, on est pas mal sur du 5 minutes. Hein. Si je le passe en 15, il est incroyable celui-là, je pense. Incroyable, bon, ça va, je me comprends, mais... Hop. Ouais, quelque chose par là. J'aimerais bien avoir une touchette en plus ici, parce que pour le coup, on aurait pu se décaler là. Mais imaginez que je fasse fi de 7, donc c'est en 1 heure, hein, du coup. Où là, j'ai toutes les touchettes, effectivement. C'est-à-dire si je me mets même ici. À partir de là, le niveau 1 heure, il est propre jusque là. Ça, c'est pas mal. Dommage, hein, ça aurait été bien de l'avoir en 15. J'ai pas de niveau 30, moi, sinon après, si j'en mets trop, ça fait trop d'infos. Excusez-moi, pour ceux à qui j'ai éclaté les oreilles. Celui-là est très beau en 1 heure, voilà, c'est un très joli niveau. Qui pour le coup, en général, ce genre de niveau, on aime bien aller, c'est ce que j'expliquais hein, quand je dis il y a peut-être un truc à prendre sous 104, on aime bien aller dessous, purger la liquidité, mais ne pas le perdre dans sa TF, c'est-à-dire passer moins d'1 heure, ne pas le hard closer, on entame ici, on sort ici, on a notre mèche finalement, qui ressemblerait à un truc un peu comme ça par exemple, typiquement, tout en venant chercher un peu dessous, hein, 103 700, et je dirais que, à mon avis, dans cette mèche-là, il y a un truc intéressant, d'accord, donc sans perdre la mèche, 104 065, parce que elle... comment expliquer ça? À chaque fois que vous regardez une bougie, elle a une certaine gueule, évidemment. Là, c'est un hammer, donc c'est un marteau. Ce qu'elle a d'intéressant, celle-là, c'est qu'elle tient le niveau, d'accord? Mais pourtant, elle correspond à beaucoup de rachats dans le carnet d'ordre hein, et dans les liquidations. Pour le coup, on sait qu'on liquide ici tout ce qui s'était passé avant ça, et un petit peu de ce qui s'était passé là, puisque celui qui était rentré ici dans la cassure, par exemple, avait à ce moment-là la velléité de se faire sortir avant de repartir. Hein. Vous comprenez, on parle ici bien sûr des planctons, hein, encore une fois des retails. Hein. Donc là, il y a peut-être du nettoyage à faire, mais sans nécessairement perdre le niveau. Et vous voyez, derrière, on crée un niveau supérieur qui est hyper intéressant. Sur lequel potentiellement on a beaucoup de liquidité qui est garée aussi. Alors c'est ce que nous dit plus ou moins iBlock, c'est-à-dire qu'iBlock nous dit, moi je pense que la liquidité elle est sous 104, d'accord? Elle nous dit clairement, là moi quand je regarde le truc, je vois plus de la liquidité qui se trouve plus ou moins ici. Et un petit truc à venir faire en dessous de ça, iBlock nous dit l'inverse. Donc ça c'est iBlock, et ça c'est... Ça c'est iBlock, et ça c'est CS.
Voilà, la question ici c'est est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que c'est pas la peine d'y aller? Sous-entendu, à ce moment-là, je tiens ça comme ceci. Si jamais il s'avérait que ça soit la peine d'y aller, personnellement, je jouerais quelque chose je commencerai à jouer le coup sous ce 1 heure-là. Tout en ayant une défense éventuelle qui vienne à chercher dans la mèche qui est là ou pas. D'accord? Là, c'est un peu la question à se prendre, c'est est-ce que je joue un passage sous la structure en entier? Parce que je considère que c'est plus professionnel de jouer le passage sous la structure en entier ici. Donc dans sa time frame, c'est plus professionnel, du coup ça me permet d'avoir une plus grosse position. Ou alors est-ce que je laisse le prix aller dériver dessous, c'est-à-dire que cette entrée-là ne doit pas être défendue pour correspondre à celle-là. Défendue, j'entends, bien sûr, contre une liquidation éventuelle, et ou sinon, j'accumule, je commence à grossir une position dans cette zone-là, ce qui correspond à être, encore une fois, le plus professionnel. Voilà un peu l'idée pour la suite en ce qui me concerne. Vous comprenez aussi qu'une des questions, du coup, à laquelle on est en train de répondre là-dedans, c'est ça qu'il faut bien intégrer, c'est est-ce que ça, c'est correctif. J'en ai pas parlé en début de vidéo, mais ça reste tout à fait possible que j'ai impulsion, correction et impulsion, passage sous la structure ici. Donc, en l'occurrence, venir prendre la liquidité résiduelle qui se trouve là, d'accord? Donc, il y a deux solutions en ce moment. C'est un retournement haussier, d'accord? Et du coup, je reste dans mon range et je reviens jouer au-delà de la barre des 110 ou scénario un peu moins privilégié mais tout à fait jouable, qui est que ça c'est un flag, d'accord? Donc là je pousse, j'ai mon flag, je refuse et je redégage en bas et je viens prendre la liquidité sous 100 000 et non plus sous 104 ou quoi que ce soit d'autre. Donc tout cela reste possible, c'est pour ça aussi que ce type d'entrée là-dedans, elle ne doit pas être abusément abusée, on doit vraiment être, pour moi en tout cas, puisqu'on est au sein d'une tendance baissière hein, sur le fond. Tac, 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 d'accord. Le fait que cette flat potentielle qui est là, elle soit finie ici ou elle soit finie là, pour le moment, je ne sais pas du tout. J'ai absolument rien qui me permet de le dire, d'accord? Donc le contexte est compliqué. Le seul moyen éventuel, pour le coup, de tenir, alors en termes de fondamental, hein, ça j'entends bien sûr, seul moyen éventuel de tenir sur ce scénario que mi-juillet, on sera déjà à 150. Donc on tient ce momentum-là, au final, c'est que le FOMC soit une grosse surprise, d'accord? Enfin, je vois pas beaucoup d'autres choses. Et ce qu'on a vu pour l'instant, on avait dans l'ordre le chiffre du chômage, c'était bien mais pas ouf, mais c'était bien quand même. On avait CPI, c'était bien mais pas ouf, mais c'était bien quand même. Est-ce que le FOMC sera dans la lignée de ces deux-là? C'est-à-dire que si Powell nous dit c'est bien mais pas ouf, donc je reste au même taux. Par contre, il a un discours qui dit au prochain on pivote, là ça me va aussi, je prends, d'accord? Donc pas de hausse dans celui-là, mais qui nous dit, dans le discours, hein, dans ce qu'il va dire, bien sûr, parce que d'abord vous avez la décision sur les taux, c'est 19h je crois, et puis vous avez ensuite à 19h30 son question-réponse avec son statement en premier. Donc là, il nous donne un discours de on est quand même pas mal, on est à 2,3, 2,4, ça va bien, ça se met en place, au niveau des tarifs, ça se calme, tout va bien, la baisse et tout, machin, bah du coup, il est possible que on ait un bien mais pas top, mais qui s'annonce vers un très très bien, parce que le marché sera obligé de prendre cette avance-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'annonce est quand même plus ou moins faite, qui nous dit on va vers un pivot, il n'y aura pas de hausse supplémentaire et on ne va pas rester très longtemps à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc là, il faudra savoir écouter et lire entre les lignes, entre guillemets. À ce moment-là, que ça soit pas de pivot au prochain FOMC, mais annonce que ça va pivoter, ou pivot, ça sera à peu près le même résultat. Juste la prise de liquidité pour être plus rapide, entre guillemets, vers le haut. Mais sinon, globalement, même résultat. En revanche, s'il nous dit j'aime pas ça, j'aime pas ce que je vois, voilà, le chômage, ça tient bien, ça va tenir, c'est bon, on a quand même un dernier kilomètre à faire, entre guillemets, au niveau des taux, et du coup, il nous reste 0,4 à prendre pour aller à l'objectif. Les tarifs vont probablement augmenter l'inflation. On a probablement aussi le pétrole qui va réaugmenter avec le contexte, pétrole qui va réaugmenter, qui pourrait faire de l'inflation induite, donc un headline CPI qui morfle, en ayant un core CPI qui, lui, pour le coup... et en même temps, dans ce type de moment, également, je trouve qu'il est possible que ce qu'on ait,
c'est pour le coup une réaction du marché qui dit oh là, c'est la troisième guerre mondiale, moi j'arrête de consommer, je me mets tranquille, je me mets un peu de pognon de côté, j'achète de l'or, je thésaurise un peu, nan, machin. En tout cas, sur le marché action, c'est pas trop ce qu'on voit. Et une crise de confiance de la consommation, pour le moment, on n'en a pas du tout les prémices. Mais maintenant, bon, l'info entre guillemets, Iran-Israël, elle est pas non plus tombée il y a extrêmement longtemps. Voilà pour l'idée du moment. Vous savez ce qu'il nous reste à faire, en tout cas au niveau du fondamental, etc. C'est un très beau rejet de ce 1 heure. On en avait déjà parlé il y a 3 jours. Pour le coup... on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément ici, entre guillemets, de momentum qui tienne ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez, même si j'essaie de ici aligner ces 2 points et de dire, bah, si on vient là sous la structure à 104, qu'on retrace 104 et qu'on tient ce momentum-là, voilà, c'est quand même, ça reste quand même pas ouf, hein. Donc voilà, il faut qu'on tienne pour moi plus dans l'idée, hein, et c'est complètement le concept, l'accélération qui est en train de se faire là. Donc d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que c'est plus tenir ça que tenir le momentum le moins agressif qu'on avait tout à l'heure, d'accord. Donc il faut qu'il y ait une accélération, quoi, d'accord. Il faut que ça soit une flat, d'accord. Donc aucun des scénarios de liquidité, celui que je vous ai dit d'aller éventuellement chercher sous 104 ou d'aller chercher encore en dessous parce que iBlock il voit pas mal de liquidité là-dessous, aucun des scénarios de liquidité ne va pour servir l'accélération du momentum dont on aurait besoin pour aller chercher des chiffres qui sont les nôtres, c'est-à-dire 150 000 courant juillet. Pour le moment, on n'a pas ça. Le seul truc qui peut être ça, c'est Powell qui nous donne soit un pivot tout de suite, soit une très belle surprise pour les marchés. Auquel cas, ça devrait être très haussier pré-FOMC, parce que vous avez forcément des insiders, vous avez forcément des gens qui sont au courant, donc ça se voit un petit peu sur la chart, qui est un truc pas normal. En général, quand même, pré-FOMC, c'est plutôt pumpesque, hein. Il y a toujours souvent des pumps pré-FOMC. Il faudrait vérifier sur les stats, mais moi c'est le feeling que j'ai en tout cas. Maintenant, s'il est très brutal et très violent, ça veut dire qu'il y a des insiders qui sont au courant de quelque chose et qu'il y aura un pivot. En revanche, s'il est tout mou, un peu comme s'il reste plus ou moins là-dessus, jusqu'à après-demain, à ce moment-là, donc après-demain, on se retrouve à peu près dans cette zone. À ce moment-là, c'est un peu du qui tout double. C'est-à-dire, si Powell nous fait un discours bearish, on restera dans ce range finalement entre 102 et 110. Si en revanche Powell nous annonce un pivot, pour moi, ça shoot up tout de suite, mais instantanément de 10 000 $. On prend 10%, ça vient chercher instantanément les 120 000 à peu près, peut-être 125. Et derrière, ça continue tout doucement, ça retracera un petit peu forcément, mais ça continue tout doucement et on a un joli momentum pour effectivement être à la target qui, je le rappelle, est de 150 000 boules en juillet. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, en question de fin de vidéo, question à la con, on va tout simplement vous demander votre avis. Voilà, quel est votre avis sur le FOMC notamment? Qu'est-ce que vous pensez que Powell va nous donner? Est-ce qu'on sera sur pivot, mais discours dovish, c'est-à-dire discours gentil par rapport à l'inflation, sous-entendu on va bientôt pivoter? Est-ce que ça sera pas de pivot pas de pivot et discours dovish, ou alors le plus fade des deux qui voudrait dire pas de pivot et discours hawkish, donc du coup anti-inflation, etc. On va rester bien longtemps, on va peut-être même pas bouger les taux en 2025, et voilà, ceci, cela, etc. Entre guillemets, le drame pour le marché action, ou en tout cas des annonces qui seraient pas bonnes du tout. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, mettez un like, prenez le temps de le faire. Ça prend 2 secondes et c'est la juste rétribution du temps passé. Tout ce qui est description de la vidéo que vous allez trouver également est très important. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Nouveau partenaire qui va rentrer extrêmement bientôt. Je pense qu'on va l'annoncer demain. Donc attendez le tweet dans la journée. Et globalement, ça peut être relativement sympa, surtout au niveau des rewards, puisqu'on a une relation très privilégiée avec eux. On est vraiment en direct. Voilà, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.